Usted está escuchando Terre d'Alliance. Tierra de Alianza. Terre d'Alliance. Sur France Inter. France Inter. Con Alexandre Hérault. Yes. Very good. Hello. Hey. Go to the Alliance française. Yeah. Au lieu de suffrage. Yeah. Everybody knows. It's a French school, yeah. C'est une des premières choses que le voyageur trouve fascinante à Pondichéry, le vrombissement et les silhouettes des fameux tuk-tuk, ces triporteurs à moteur qui sillonnent l'ancienne ville coloniale en nuées colorées et sonores. Ah, Pondichéry, chérissable Pondy. Eh oui, chers amis auditeurs francophones et francophiles, tapis derrière vos transistors ou vos écouteurs, eh bien c'est bien ici que vous avez rendez-vous pour cette seconde étape d'un tour du monde estival. Une halte dans l'une des plus vieilles et certainement des plus belles alliances d'un réseau étendant sa toile gigantesque sur l'ensemble de la planète. Terre d'Alliance. Alexandre Hérault. Sur France Inter. À Pondichéry, l'Alliance est une institution locale incontournable, un poumon culturel distillant l'enseignement du français, qui est ici considéré comme une langue rare, même si parlée par une communauté résiduelle pour le moins étrange, car issue de notre passé colonial, et que l'on nomme parfois les franco-pondichéриens. Une alliance parmi la trentaine, implantée solidement en Inde, mais qui se trouve être la plus vieille, l'une des plus anciennes du réseau, l'une de celles que l'on nomme avec un peu de préciosité les pionnières. Elle fut fondée en 1889, 6 petites années simplement après l'acte de naissance de l'Alliance française. Aujourd'hui, nous entamons solennellement, en cet instant précis, assis sur ce tuk-tuk pétaradant, notre tour du monde. Et ça se mérite de poser un pied à Pondichéry. L'ancien et principal comptoir de la Compagnie des Indes, créé en 1673, fut un confetti prestigieux et prospère de l'empire colonial français rétrocédé tardivement au gouvernement indien en 1962. C'est aujourd'hui une petite agglomération, à la dimension indienne, de 660 000 habitants que l'on atteint depuis Paris après plus de 13 heures de vol, un transfert à Delhi ou à Bombay en sus, en ajoutant 3 heures de route en bordure du golfe de Bengale, cap plein sud vers l'extrémité de la péninsule. Bienvenue au nord de cet immense état du Tamil Nadu, berceau de la culture dravinienne et abritant une population majoritairement tamoule, et bien entendu nos hôtes de l'Alliance française et son érudit directeur. Comment il accueille le voyageur fourbu, Olivier Litvin? Ça va bien? Oui, c'est un peu chargé aujourd'hui. Ouais. Le ciel est chargé, la langue est chargée, voilà. Mais rien à voir avec la fournaise de l'été. Les cœurs sont légers. Rien à voir avec la fournaise de l'été. Non, absolument. C'est les 2 mois redoutables et redoutés là, à partir du mois de mai, là, c'est ça? Oui, il y a plus que ça en fait. Ça commence à devenir l'enfer début mars. Ah, tout simplement l'enfer. Oui, tout simplement l'enfer. L'enfer au sens propre du terme, c'est là vraiment on grille en enfer. C'est ça, c'est ça. Oui, non, il fait très chaud. C'est un des endroits les plus chauds du globe, ça c'est sûr. Oui, il peut faire aisément jusqu'à 50 degrés. Ouais. Il faut avoir une constitution robuste, faire une sieste et la faire dans un endroit un peu frais. Donc la climatisation a évidemment complètement changé la donne. Je songe aux premiers membres, colons, soldats, que sais-je, commerçants des établissements d'Inde. Ils ont vraiment dû souffrir, quoi. Il y avait un taux de mortalité absolument faramineux, quoi. Ce passé est jamais loin dans les esprits, parce que tout est là encore à Pondichéry pour nous le rappeler. Si on commençait par le commencement dans notre affaire, c'est-à-dire qu'on est ici au siège de l'Alliance française de Pondichéry, 58 Suffren Street, je devrais dire quand même la rue Suffren. Oui, rue Suffren, oui, absolument. Ouais. Et on fait la visite ensemble alors. On y va. Question au consul de France, ici Philippe Janvier, à Pondichéry. Vous succombez pas à l'onglet à l'échalote ici, dans ce restaurant français, le club, pour ne pas le nommer? Cette fois-ci, je vais prendre une pizza pour changer de ma cuisine habituelle à base de plats indiens du sud, succulents au demeurant et
Donc de temps en temps, quand l'occasion se présente et que je vais dans un restaurant comme celui-ci, je goûte des plats européens, sinon français. Cette région, cette enclave, Pondichéry, qui a toujours, Philippe Janvier, un parfum, un pouvoir d'attraction poétique. Il convoque l'imaginaire, cet ancien nom de notre défunt comptoir colonial. Avant d'être une réalité, Pondichéry est un fantasme. Et c'est un fantasme que nourrissent beaucoup de personnes en France. Pondichéry fait partie de l'imaginaire collectif et la ville répond largement à ce fantasme quand on y vient, puisqu'elle a encore gardé son charme particulier avec ses immeubles coloniaux, avec son front de mer, avec ses joueurs de pétanque, avec une douceur, avec la végétation dans les rues de la ville dite blanche, ou la ville française, l'ancienne partie de la ville qui était occupée par les colons. Et donc cette ville, elle est facile à découvrir à pied, puisqu'elle est parsemée de ruelles, de venelles, de rues et ce périphérique qui la boucle. Et dans cette ville, on peut déambuler entre les différents quartiers. Et puis on est au bout de ce continent, donc on est face à l'autre Asie, face à la Birmanie, la Thaïlande, l'Indonésie. Voilà, donc on regarde l'horizon et je demandais une fois à un Indien pourquoi l'Inde n'avait pas une grande marine autrefois. Hein. C'est pas un pays qui a envahi d'autres pays. Et il me disait, nous ce qu'on aime c'est regarder la mer. Et effectivement, quand vous vous promenez sur le front de mer le soir à Pondichéry, vous voyez toute la population de Pondichéry qui est assise sur les rochers en train de regarder la mer. Vous voyez ces femmes en sari avec leurs enfants, leurs maris, et les amoureux, et tout le monde regarde l'horizon. C'est très, très poétique en même temps. Où est-on ? Et donc, cette ville génère l'ambassade de France. Des rêves, des idées, des fantasmes. Aux Indes. Alors, c'est le fantasme dans le fantasme, finalement. La ville elle-même est un fantasme, donc on nourrit de nouveau des fantasmes. Donc, c'est un terreau à fantasmes. De quoi avez-vous peur ? Et avec tout ça, on n'a toujours pas passé la commande. On peut passer la commande, mais on va se diriger bientôt vers une solution roborative. Hein. À Pondy, en déambulant dans la ville blanche, la présence d'élégantes résidences coloniales le long des rues calmes, aux trottoirs soignés, permet d'entretenir le souvenir d'une époque révolue. C'est vrai que l'on peut encore imaginer l'ambiance du film étrange de Duras, qui se situait, lui, dans l'Inde des années 30, où à l'ambassade de France de Calcutta, des voix évoquaient le souvenir d'une femme, épouse de l'ambassadeur, interprétée par Delphine Seyrig et Michael Lonsdal. Mais nous ne nous égarons pas trop dans les brumes du passé, qui prend facilement à Pondichéry l'aspect pernicieux d'une nostalgie du temps des colonies. Et plongeons dans le présent, en entrant dans cette vénérable institution qu'est l'Alliance française là-bas. Un poumon dans la ville, et dont le calendrier des activités culturelles proposées va du ciné-club aux conférences littéraires ou scientifiques, en passant par les pièces de théâtre et les concerts. Demain, car demain sera un autre jour, nous y rencontrerons Ariane Mouchkine, invitée avec toute sa troupe du Théâtre du Soleil, figurez-vous. Mais pour l'heure, familiarisons-nous avec ce lieu magique, en tentant, cela s'impose, la description par son directeur que nous avons laissé, rappelez-vous, sur le perron, Olivier Lidvine. Description des lieux, une façade de maison coloniale au ton ocre et blanc sur un étage comportant 2 terrasses, une terrasse au premier étage et sur le bâtiment d'à côté une seconde terrasse qui est celle de la bibliothèque. Voilà. Avec dans cette rue Suffren, débordante de bougainvilliers, d'autres couleurs, il y a le jaune, il y a le bleu, sur ces maisons aussi héritées du passé. Oui, c'est un vrai festival de couleurs. Tout ce qu'on voit là, donc, est l'héritage du 19e siècle colonial. Voilà, c'est ça. Il reste encore 2 bâtisses du 18e, tout le reste c'est le 19e. On rentre dans l'une d'entre elles, avec ce 58 de la rue de Suffren, et quand on l'a remarqué, l'histoire n'est jamais très loin, elle nous saute toujours aux yeux. Et la première chose, effectivement, c'est qu'on a l'impression que la sérénité est convoquée tout de suite, et qu'effectivement, on n'est pas loin de ce qui pourrait s'apparenter à une résidence parfaite pour des écrivains voulant ici trouver un refuge. Hein. Oui, absolument. Oui, il y a un côté lumineux et aussi intime. On a ce sentiment d'être dans une espèce d'utérus
où va se dérouler quelque chose, une gestation. Ça peut être une gestation linguistique, ça peut être une gestation culturelle. En tout cas, c'est vrai que c'est un très très beau lieu, un lieu propice à l'étude, propice à la réflexion et qui accueille volontiers évidemment des activités culturelles et qui est en lui-même un lieu de culture. Il y a les étudiantes là et les étudiants qui sortent de cours, parce que tous les jours il y a cours. Tous les jours il y a cours, y compris le dimanche. Voilà, nous sommes comme les métros new-yorkais, nous ne cessons jamais de fonctionner. Si on allait voir ce qui s'y passe justement dans ces alcôves où se distille la langue française, où s'apprend cette culture, car la langue, voilà bien le pivot de la culture. Oui, bien sûr. Nous allons monter en salle 5. Ça y est, les cours commencent ? Ah oui, c'est un niveau débutant que j'ai commencé hier. Super. Il part peut-être 2 mois de français. Ah. Ça vous dérange si on vous suit ? Ah oui. Non, ça vous dérange ou pas ? Ça ne me dérange pas. Eh bien, écoutez, alors dans ces cas-là, volontiers. Madame Antoine, nous vous suivons, salle numéro 5, c'est ça ? Oui, je fais cours dans la salle 5. Avec vos petits débutants ? Oui, les petits débutants. Ça fait combien de temps que vous avez des petits débutants ? Depuis combien de temps ? Depuis 25 ans. Voilà, mes étudiants sont là. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Voilà le reporter de la radio France Inter. Donc, vous vous présentez, parce que hier vous avez appris, non ? Vous vous présentez. Bonjour. On fait un petit dialogue. Oui. Bonjour. Enchanté. Je suis Parti Bhaskaran. Enchanté, Parti Bhaskaran. Enchanté, madame. Aujourd'hui, on va faire 2 heures de cours. 2 heures. Ici, on vient pour parfaire son français. Oui. Ouais. Croque monsieur and croque madame. Je t'aime. And monument, la Tour Eiffel. And the Eiffel Tower. J'aime. Eiffel Tower, metro, chocolat. Paris, capital of the France. Chocolates. First of all, chocolate. I like Paris and croissant. Cannes Film Festival. Le festival de film de Cannes. Wine and champagne. Eiffel Tower and the Eiffel Tower. Croque monsieur and croque madame. J'aime. Eiffel Tower. La Tour Eiffel, c'est franchement notre plus bel emblème. Ouais. Elle revient tout le temps. C'est le symbole de la France. Personne n'a dit Victor Hugo. Personne n'a dit. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent plus Victor Hugo ? Non, parce qu'ils n'ont pas encore lu un écrivain. Dans leur cursus scolaire, ils ne connaissent pas les auteurs français. Vous avez l'air désappointé, Olivier Lidwin, d'assister à... Ah oui, parce que moi, quand je suis arrivé dans le sous-continent indien, je suis arrivé au Bengale. Et au Bengale, tout le monde me parlait de Jean-Paul Sartre. Sartre, je dis pardon, excusez-moi, Jean-Paul Sartre. Et j'ai donc c'était Jean-Paul Sartre. Et puis après, on me parlait de Maupassant et de Victor Hugo. Et je crois qu'il est malheureusement, c'est triste à dire, mais il est des endroits de l'Inde où les gens ont une inclination plus littéraire. Le Bengale fait partie de ces régions avec une grande ouverture sur le monde entier. Ce n'est pas un hasard si les nationalistes les plus fervents furent des Bengalis. Et un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature mondiale, Tagore, venait de Shantiniketan, du Bengale. Il était né dans ce qui est maintenant le Bangladesh. Voilà. Et vous êtes tombé en amour, comme on dit, avec un écrivain contemporain bengali vous avez traduit ses poèmes au temps de Bouddha. D'ailleurs, rappelez-moi son nom. Kaiser Haq. Oui, c'est un poète contemporain. Et j'ai souhaité pouvoir faire partager au public français la qualité extraordinaire de ces poèmes. Et nous allons bientôt faire une lecture bilingue à Paris. Voilà, donc c'est effectivement un petit peu dommage qu'ici on ne connaisse pas, ne serait-ce que, sinon Jean-Paul Sartre, en tout cas Monsieur Victor Hugo. Madame Zéa Prégache,
Ici, on s'est mis dans le centre, la partie la plus moderne de l'Alliance française, c'est le centre multimédia. On est au milieu de tous ces ordinateurs. Vous, quand vous avez commencé à enseigner le français, évidemment, tous ces outils n'existaient pas. Absolument non. Vous avez vraiment raison, monsieur. Et c'est pour ça que je continue ma carrière d'enseignement à l'Alliance française. Parce que ici, j'ai trouvé à l'Alliance française à ma disposition une pluralité de méthodes d'enseignement et aussi de perspectives innovantes. Grâce à la bibliothèque où je peux trouver des sites dédiés pour les enseignants, on a toujours le contact avec le français. C'est une chance. Et je peux dire aussi que c'est un trésor, cette langue française, pour moi. C'est un trésor parce que elle ouvre sur d'autres univers, sur d'autres schémas, sur d'autres littératures. Oui, justement. Je n'arrête pas à lire des livres de littérature, que ce soit à partir du 16e, 17e siècle. Et en plus, des films de guerre. Je continue. Vous aimez les films de guerre? J'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche. Il y a des choses qui doivent vous chagriner, j'imagine, en ce moment, parce que le patrimoine de cette ville blanche, ce qu'on appelle la ville blanche ici, on a du mal à l'entretenir. Alors il y a des choses qui ne sont plus là. Et l'année dernière, ça a été ce symbole, l'hôtel de ville qui s'est effondré. La mairie n'est plus là. Monsieur, ça c'est à cause de la politique. Qu'est-ce qu'avait dit le Premier ministre Nehru ici quand il a parlé de Pondichéry et de la France que... Oui, c'était la porte ouverte pour connaître la devise républicaine. Moi, je tiens ça, à la devise républicaine, la liberté, l'égalité, la fraternité, et alors que ça n'existe plus maintenant ici. Le 15 juin 1963, au cours d'une visite à Pondichéry, le Premier ministre, M. Nehru, a très chaleureusement invité les citoyens de l'ex-comptoir français à ne pas seulement maintenir la culture commune de l'Inde, mais à préserver aussi celle de la France qui est l'une des plus grandes cultures du monde. Je ne voudrais pas, A déclaré le président Nehru au cours d'une grande réunion publique, je ne voudrais pas que vous perdiez ici le parfum de la culture française. C'est quelque chose qui mérite d'être entretenu. Vous pouvez oublier la domination de la France, mais il serait très regrettable d'oublier les bons aspects de la culture française. Telle est la raison pour laquelle je désire que l'individualité de Pondichéry soit respectée, afin que l'on n'y perde pas le goût de la culture française. M. Nehru a particulièrement insisté sur l'importance de l'enseignement de la langue française à Pondichéry. S'il existe bien un personnage qui a en mémoire ce mot que Nehru avait utilisé pour évoquer le rôle et le futur de Pondichéry retombé dans le giron de la République indienne, celui de trait d'union avec la France, c'est bien le juge Anoussamie, le président d'honneur de l'Alliance française, ancien juge de la Haute Cour de justice, est aujourd'hui à la retraite. David Anoussamie est peut-être le membre le plus respecté de la communauté dite franco-pondichéryenne, celui qui a vu défiler la plus grande partie du siècle passé, au point que sa mémoire infaillible se rappelle de tous les détails de cette histoire mouvementée traversée par l'ancienne colonie. Il a été appelé à rendre la justice successivement selon le système français et le système indien. Il a enseigné le droit français, puis le droit indien. Il vit aujourd'hui comme un vieux sage que l'on vient toujours consulter dans sa précieuse maison tamoule, comme il n'en reste plus guère à Pondichéry, et ouverte à tous. Cette ville s'est métamorphosée, surtout dans les 30 dernières années. Jusque-là, elle est restée à peu près intacte. Et ce qui la déparle le plus, ce sont les voitures. Mais c'est inévitable, étant donné l'urbanisation. On ne peut plus rêver de ces villes calmes où l'on pouvait flâner. David Anoussamie, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la permanence. J'évoquais tout à l'heure cette ville noire, ou d'autres disent tout simplement la ville tamoule, mais elle est encore dissociée et partagée par ce fameux canal en deux. La ville au départ n'était pas séparée en deux. C'est après la Restauration qu'on a construit ce canal et il était presque interdit, sauf pour des raisons importantes, aux habitants de cette partie d'aller dans l'autre et aux habitants de l'autre de venir dans celle-ci. Donc craignez une forme de ségrégation.
Oui, c'était une ségrégation bien tranchée et qui était acceptée. Ça ne gênait personne d'ailleurs. Et chaque ville avait son caractère, sa musique, ses activités culturelles. La ville blanche et la ville noire. S'il fallait continuer à aller très loin, peut-être loin dans le temps, comment vous avez envie de nous expliquer, David Hanoussamy, cette présence française ici? Il y a un acte fondateur, et puis ensuite il y a des soubresauts de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui on est devant une empreinte, plus une réelle réalité. Au cours de l'histoire, ça s'est déroulé dans l'espace de 2 siècles. Les Français ici sont venus tout juste pour faire du commerce. Ils avaient un comptoir. Là où ils étaient établis ne leur appartenait pas. On leur l'avait loué, on leur avait donné la permission. Et puis après, une deuxième étape, ils ont acheté le territoire. Et une troisième étape, ils sont devenus maîtres du territoire au point de vue international. Les Anglais d'une part et les Français d'autre part sont devenus les propriétaires de l'Inde et de l'Inde française comme on dit. Et comment on devenait? Comment on nous donnait la nationalité, la citoyenneté française quand on était indien? Une fois que Pondichéry est devenu terre française, tous les habitants sont devenus les sujets du roi de France, automatiquement. Mais seulement il y avait une difficulté. Pour être sujet de Sa Majesté très catholique, il fallait être chrétien. Alors donc, il s'est créé une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Les Indiens convertis étaient des sujets de plein exercice et les Indiens non convertis n'étaient pas des sujets de plein exercice. Ils ne pouvaient pas avoir accès à certaines fonctions. Après la Révolution, le fait d'être chrétien ne donnait rien du tout. Il fallait renoncer à son statut civil. Donc, si vous voulez être citoyen français de plein exercice, il faut renoncer à son statut personnel et épouser le code civil. Alors, donc, c'est ça qui a donné des renonçants. Ils étaient mobilisés par les guerres. Il y a beaucoup qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Et donc, cette différence entre les deux a toujours existé entre sujets de plein exercice, citoyens de plein exercice. Et après tout, un comptoir n'est pas une colonie, juridiquement. Les comptoirs n'étaient pas une colonie au départ. Mais après, c'est devenu une colonie. Les habitants avaient la nationalité du pays de conquête. Mais les Anglais n'ont pas donné la nationalité anglaise à tous les Indiens. Ils s'en sont bien gardés. Mais les Français ont donné la nationalité à tous les habitants de l'Inde française. Lors de la session Enfin, qui intervint en 1962 au gouvernement indien de ces territoires, de ces comptoirs, dont Pondichéry, il y a eu des discours prononcés, notamment on se souvient de celui de Nehru, Premier ministre, qui appelait de son vœu la création, le maintien de ce trait d'union entre la culture française et indienne que représentait Pondichéry. Oui, Nehru était européen pratiquement. Il aimait la langue française. En tant que nationaliste, il n'aimait pas beaucoup l'emprise totale de l'Angleterre sur l'Inde. Il désirait que l'Inde s'ouvre à toutes les cultures, notamment la culture française. Et comme cette culture semblait exister à ses yeux à Pondichéry, il voulait que Pondichéry soit d'un point d'où la culture française puisse se répandre un peu dans toute l'Inde et que les Indiens puissent avoir accès à la culture française à travers Pondichéry, à Pondichéry. Lourdes, ça c'est votre prénom, vous le dites souvent, Lourdes avec un S, mais... Oui, Lourdes, comme la ville, mais pas de miracle. Le miracle toujours ici à Pondichéry, pour nous qui y arrivons, c'est d'entendre résonner le français avec cette volupté-là et encore cet appétit chez vous de le parler. Oui, on est francophone, vous voyez, depuis plusieurs générations. On parlait français à la maison, on a fait des études dans des écoles françaises, des études supérieures en français. Donc c'est normal qu'on adore cette langue, qu'on aime cette langue, qui est un peu, quelque part, notre langue maternelle. Parce qu'à la maison, on parlait français. Oui, dans plusieurs familles pondichéриennes, vous verrez, ils ne parlent pas le tamoul, ils parlent plutôt le français. Il faut peut-être plonger dans le temps, mais il n'y a rien qui vous énerve le plus, Lourdes, que ce terme-là, que l'on utilise souvent pour désigner cette communauté francophone ici, de franco-pondichériens. Oui. Alors oui, ce terme franco-pondichérien est assez récent.
C'est un thésard qui a créé ce mot, franco-pondichérien. Et les pondichériens n'aiment pas trop ce mot, vous voyez, parce qu'il y a une petite connotation pas sympa. On préfère être appelés les Français de Pondichéry, vous voyez, parce qu'on est Français depuis plusieurs générations. Ma famille, par exemple, mon grand-père, il avait pris la citoyenneté française dans les années 1882, quand il y a eu l'appel de Napoléon III qui proposait la citoyenneté française. Ils ont pris beaucoup de familles d'ailleurs à Pondichéry, qu'on appelle les renonçants, qui ont renoncé à la citoyenneté indienne pour prendre la citoyenneté française. Et souvent, ces familles ont choisi un nom patronymique très très tamoul, souvent de leur village. D'où mon nom, qui a été francisé et qui est devenu Tirovanziam. Et ceux qu'on appelle les créoles. Alors là aussi, souvent quand nous on les désigne, on se trompe. Les créoles, ou descendants d'Européens à Pondichéry. Nous parlons ici d'un microcosme qui est en voie, malheureusement, qui est en disparition, parce que nous avons de moins en moins de créoles. Et ce sont des descendants d'Européens à Pondichéry, qui ont gardé les traditions, beaucoup de traditions françaises, et aussi des croyances, et aussi des pratiques indiennes. Et souvent, c'était des descendants de Portugais. Et vous verrez même, leur cuisine est très proche de celle de Goa. Vous avez des noms également de certains plats, de certains currys, qui se rapprochent de ceux de Goa. Ici, on est dans les murs de l'Alliance française. Et si l'Alliance n'existait plus? Ce serait bien dommage. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Parce que vous voyez, c'est un lieu de rencontre de beaucoup de Pondichériens, beaucoup d'Indiens aussi qui viennent voir des films que nulle part ailleurs on pourrait voir. Parce que la sélection des films sont uniques. Et il y a souvent des festivals de films. Japonais, on a eu il y a 2 ans. Et des films vraiment qu'on ne pourrait voir nulle part ailleurs. Et souvent, même les films indiens, ce sont des films qui ont gagné des prix, qui ont eu des Oscars. Donc, vous voyez, ce serait dommage que l'Alliance n'existe plus. Qu'est-ce qu'on entend là? Je crois qu'il répare. Il y a une réparation quelque part, je crois. C'est une ancienne bâtisse, monsieur. Donc, il faut constamment surveiller, réparer, peindre, repeindre. Et n'oublions pas, on est à côté de la mer. Et donc la mer corrode énormément. Et je crois qu'elle a presque 85 ans, 100 ans, presque, cette bâtisse. Et c'est un style propre des villas pondichériennes. Vous voyez, la cour intérieure, puis les chambres qui donnent sur les rues, etc., etc. Et le jardin dans le fond, les toilettes dans le fond, de l'autre côté de la rue, pour qu'à l'époque, le personnel puisse rentrer de l'autre côté de la maison. Pondichéry, la ville du puissant ashram de Sri Aurobindo, est l'endroit où se mélangent tous les cultes, où cohabitent toutes les religions dans un véritable dialogue. Catholiques, protestants, hindouistes, bouddhistes et musulmans. Nous continuons notre promenade avec l'Alliance française, où l'on a rendez-vous avec l'un de ses plus fidèles employés qui, le dimanche, ne travaille pas. Il n'est pas encore 7h du matin, on est dimanche, Frédéric, mais déjà la ville est bien réveillée. Ouais, c'est vrai, elle est toujours réveillée. Ouais. On se réveille tôt ici. Et puis le dimanche, évidemment, il n'y a pas l'Alliance qui est ouverte, là où vous travaillez, en tant que logisticien, et donc c'est la messe. C'est la messe, anglais et français, et des fois tamoul. Concentre pas sur la moto parce que la circulation est déjà dense et puis c'est comme autant de petites fourmis qui il faut se faire un chemin. Il y a des règles qui sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on a dans l'Hexagone. C'est vrai, c'est vrai. L'église s'appelle comment? Notre-Dame des Anges. Ah. Notre-Dame des Anges est à côté de la statue de Jeanne d'Arc, non? Bien sûr, tout devant, tout devant. Ah. Pas loin, il paraît qu'on joue à la pétanque aussi. C'est juste à côté de Jeanne d'Arc, statue de Jeanne d'Arc. On est quelle rue là? On est à la rue Surcouf. Et on croise la rue Romain-Roland. Romain-Roland, voilà, on est là. Là c'est la messe en tamoul, qui va finir d'ici dans une vingtaine de minutes.
passe là? C'est une personne qui est morte. C'est un décédé de vieux monsieur du village. Donc là, les gens ils lui emmènent pour l'enterrement. Donc il y a tout un cortège, des pétales de fleurs qui parsèment la route, des pétards. Oui, des pétards. Des couleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on croit. Donc, de laisser la personne morte pour 10 ou 8 heures minimum chez lui dans la maison. Et en même temps, on aura des pétards et de la musique. On croit que si jamais, comme la musique est très forte et le pétard avec un son très fort, on pense que peut-être c'est possible qu'il reviendra à vivre. C'est notre tradition, c'est notre culture. Pour tous les mois, on fait ça. On attend pour quelques heures avant l'enterrement. Ce jeune étudiant tamoul qui vient de nous décrypter cette cérémonie, c'est Arumugam Yowanraj, un prodige de l'Alliance, l'un de ses plus brillants élèves de ces dernières années. Raj, c'est lui-même qui nous souffle son diminutif, tant il est habitué à voir trébucher les langues occidentales sur son prénom. Raj a été depuis sa tendre enfance au contact des étrangers, car il a eu la chance de grandir dans l'école créée en 1972 par la communauté des Aurovilliens. Auroville, c'est cette utopie encore aujourd'hui debout, née en 1968, et qui a su intégrer dans cette école, à la population des enfants des bâtisseurs venus de la planète entière, des enfants tamouls pauvres, des villages voisins du site. Un site choisi par la communauté sous la guidance de celle que là-bas l'on nomme la mère, la compagne spirituelle du gourou Sri Aurobindo. Cela se passe à une dizaine de kilomètres de Pondichéry. Demain, si le cœur vous en dit, on partira la visiter. Mais pour l'heure, on continue notre balade pondichéryenne en compagnie de Raj. Pour l'instant, il nous invite à rencontrer sa famille à l'entrée du village tamoul, loin de toute utopie. La ceinture de sécurité est facultative ici. Oui. Je n'ai pas obligé. Très facultative. Il y a beaucoup d'accidents de voiture, m'a-t-on dit, sur la route. Oui, ça existe beaucoup. Les passages piétons, il y en a très très peu. Il faut être presque un équilibriste, un magicien. Et lui, pourquoi il va sur nous, là? Ah. Et puis c'est votre métier, chauffeur. Chauffeur. Métier mi-temps. Et l'autre mi-temps? L'autre mi-temps, je suis étudiant. Et oui. Et l'Alliance française est assez fière de vous. Elle a des raisons objectives pour ça. Je sais pas, mais... Vous avez gagné il y a 2 ans un concours. Oui, si vous voulez, le titre concours de meilleur étudiant, et c'est quelque chose que j'ai gagné, c'est avec privilège que je parle de ça. Elles sont capricieuses, ces vaches, elles vont où elles veulent. Les vaches, elles restent la plupart du temps dans la journée sur les routes. Ce qui est très pratique. C'est pratique. Quand on est chauffeur. L'année dernière, j'ai été accepté à l'université de Rennes 2 pour faire mon master. Mais malheureusement, je n'ai pas gagné une bourse. Donc ma famille, elle ne peut pas financer mes études si je veux faire mes études en France. Donc là, je continue ici à Pondichéry. Je suis content. Mais mon rêve, c'était toujours passer quelques ans en France pour goûter le vrai goût d'un Français. Et voilà, là on entre chez moi, c'est le village de chez moi. Alors là on quitte la grosse nationale, juste avant le péage d'ailleurs, et on arrive sur un village traditionnel avec cette terre rouge. Il y a justement une vache qui nous attend au début, des enfants en vélo, et c'est... Alors là, il y a les maisons traditionnelles, les huttes qui sont en roseau. Oui, c'est le feuille de cocotier. Et on est arrivé là? Oui, voilà, on est chez moi là, on est arrivé. On est la seule voiture. Oui, on va laisser la voiture. C'est votre père qui nous accueille, hein? Oui, c'est mon père et c'est ma famille qui nous attend là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? Non. Non. C'est lui, c'est le fiston qui parle français. Alors on enlève toujours les chaussures avant d'entrer. Oui, avant d'entrer. Ouais. C'est ma mère
et mon frère. Bonjour. Moi, je suis le seul dans ma famille entière qui parle le français. Et mon père et mon frère, ils comprennent un peu d'anglais, mais c'est tout. Voilà. On parle tamoul ici. Qu'est-ce qu'il a pensé quand vous avez décidé de parler français, de vous mettre à faire ces études, à les pousser jusqu'au bout? C'est lui qui m'avait encouragé de faire mes études à l'Alliance française, parce que lui, en tant que chauffeur, il rencontre beaucoup de Français et il connaît un peu comment la vie peut être améliorée si je continue avec mon français. Au début, il avait l'idée que je dois faire mes études en ingénierie. Mais après, quand j'ai décidé de faire ma licence en français, c'est lui qui m'avait encouragé, qui m'avait soutenu. Et c'est une question maintenant à votre mère. Oui. Est-ce qu'il vous a raconté son voyage à Paris? Elle dit qu'elle est super contente, elle est très contente. Elle dit que moi j'étais super content et en plus, moi je l'ai ramené à notre prestige, on peut dire, dans le village. Parce que déjà notre famille vient d'une caste bas en Inde. C'est quelque chose de très difficile, mais je peux vous montrer. Déjà dans ce village, il y a deux parties, deux grands parties. Et là où on habite, ce sont des gens, tous les gens ici, ce sont des gens qui viennent de la même caste bas. Mais après, il y a une côté qui est justement pour des gens qui viennent de caste haut, un peu plus élevés que nous. Et il y a 30-40 ans, nous, les castes bas, on ne peut pas entrer les maisons là-bas ou bien même porter une chemise, c'était difficile pour nous. Donc, un garçon, un étudiant qui vient de cette caste, personne n'a imaginé que nous, on peut arriver jusqu'à France, jusqu'à Paris. Donc pour ma famille entière, c'est quelque chose de très important. Et mon voyage à Paris, c'est quelque chose qui nous a apporté une nouvelle identité dans notre communauté, en plus dans le village et même à Pondichéry. Avec Alliance française, c'était toujours grâce à eux. Aujourd'hui, grâce à mon voyage et toutes mes études et tous les diplômes que j'ai gagnés, moi je peux devenir un employeur. Je peux trouver un boulot très facilement. Et voilà, je peux gagner ma vie, je peux supporter, je peux soutenir ma famille. Donc il y a 40 ans, on l'a construit, cette maison. Et pour nous, construire une maison, c'est quelque chose de très grand. Donc on a cet endroit-là où tout le monde on dort, tous les 5 on dort ici. Et là, il n'y a pas la couchette pourtant. Non, nous on dormons avec, en anglais on appelle mat. C'est des petites nattes en paille, effectivement. C'est ça qu'on utilise. Donc vous dormez avec ça à même le sol. Ouais. Et à 5 ici, sur une pièce qui fait on a deux comme ça. 10 mètres carrés. Oui, c'est tout. Et après on a divisé cette chambre pour une salle de puja. Des offres qu'on fait pour les dieux. Ah, c'est les offrandes qui sont là. Oui. Mon père, il adore Ganesh, donc. I am Ganesh brother. My name Arumugam. Son nom, c'est le même nom de Dieu, qui est le frère de Ganesh. Muruga ou Arumugam, c'est la même chose. Et c'est votre nom de famille. Oui, c'est ça. Après, on a une autre chambre dedans où on met tous les vêtements et j'ai un petit bureau avec mon ordinateur. Ah, il est où cet ordinateur? Parce que là, c'est quand même le plus étonnant, c'est de voir l'ordinateur au milieu de l'empilement de l'ensemble des vêtements de cette famille de 5 personnes. Vous pouvez voir le toit qui tombe. Donc, très récemment, il y avait des inondations, la pluie, qui a duré 2 semaines ou quelque chose. Le mur à l'extérieur, devant, à l'entrée de la maison, il y a 2 murs qui sont tombés. Donc pour l'instant, on l'a couvert avec des tarpes, des plastiques. Donc on est 5 ici. Mon frère qui fait ses études. Ici, on a 2 grands examens. C'est le 10e et le 12e. Donc cette année, c'est une année très importante pour nous parce que mon frère, il est dans le 10e et ma soeur qui est dans le 12e. Donc si elle réussit ses examens, elle peut entrer dans les universités. C'est comme le bac quoi, pour ma soeur. Avec la pluie, tous les livres se sont mouillés à cause de la pluie. Et chaque nuit, on ne savait pas quand le mur va tomber sur nous ou
qu'est-ce que nous arrivera. C'était dur. Pour nous, c'était quelque chose. C'est la première fois dans ma vie que je voyais ça. C'est une expérience assez aventureuse. On retourne à l'Alliance française rue Suffren, car on a rendez-vous avec son directeur pour clôturer cette première journée passée en ces murs. Olivier Litvin tenait à mettre à l'honneur les anciens élèves les plus doués. Florent Dupin, autre lauréat du concours du meilleur étudiant de l'Alliance, nous attendait. Je voulais toujours apprendre la langue française parce que en Inde, si vous parlez une langue étrangère, c'est quelque chose de rare. Donc vous pouvez être bien payé, déjà. Et après... Après, il y a peut-être aussi cet amour de l'apprentissage d'une langue. Tout à fait. Sans ça, on ne peut pas apprendre. Sans ça, on peut pas apprendre. Si on n'aime pas une chose, on ne peut pas faire cette chose. Donc j'aime trop la langue française. La richesse de cette langue, c'est magnifique. J'aime trop. Et là, moi, je viens de rentrer à nouveau avec un peu d'émerveillement dans ce lieu qui est l'Alliance et cette maison ici où on se sent presque comme à la maison, quoi, j'allais dire. Et il y a quelque chose qui enveloppe, il y a quelque chose qui rassure, qui participe à un parfum de France. En fait, comme c'était une colonie française, pour vous dire, même mes ancêtres, ils étaient venus de la France. Mon arrière-grand-père, lui, il était déjà un soldat français, pour vous dire. Donc, il y a la racine à Pondichéry. Donc, ça c'est très. Moi, je trouve que c'est normal on a un peu de goût de français, les bâtiments et tout, ça c'est un peu français, quoi. Puisqu'ici, ça me permet de comprendre un peu aussi ce qu'est en train de devenir l'Inde, même en rencontrant des gens comme vous, Florent Dupin, vous, ancien élève de l'Alliance française, ayant reçu cette suprême distinction d'être le meilleur élève. C'était quelle année, ça? C'était 2014. Et qui est maintenant enseigné ce qui s'appelait avant Madras, à Chennai. Vous allez permettre de comprendre 2-3 petites choses. Je me suis réveillé ce matin à la télévision avec des breaking news sur ce qui se passe dans les universités, les suicides d'étudiants, les maires qui font des grèves de la faim aussi. Il semble y avoir une pression très forte ici sur justement la jeunesse indienne, non? Ouais, tout à fait. Parce que nous, les Indiens, on travaille dur. Si l'entreprise nous demande de travailler pendant 12 heures par jour, on travaille. Mais nous, on a beaucoup lutté pour avoir des acquis sociaux qui sont en ce moment remis en cause aussi par toute une partie de la société. Moi, j'aimerais qu'on ait ce type de mentalité parce que si on travaille trop, c'est pas bon non plus. On travaille dur, on travaille. Donc il y a un moment où ça craque. Oui, ça nous fatigue, c'est évident, on est humain, ça nous fatigue et il y a des problèmes entre les entreprises et les travailleurs et tout, donc là, il y a le problème. Alors justement, vous qui représentez ici l'autorité et la direction, vous aussi, Olivier Litvin, vous êtes réveillé avec cette information sur ce suicide de cet étudiant à Chennai, à l'université de Madras. Oui, malheureusement, force est de constater qu'il y a beaucoup de suicides en Inde. On se suicide, certaines populations sont plus touchées que d'autres. Par exemple, les paysans qui faisaient pousser du coton dans l'Orissa, avec l'arrivée des OGM, n'ont pas pu rembourser les graines qu'ils avaient achetées et se sont suicidés par milliers. La population estudiantine aussi, à cause des pressions. Il y a quand même énormément de main-d'œuvre en Inde et les employeurs, évidemment, n'ont pas énormément de compassion. Ce qu'ils cherchent, c'est des employés qui travaillent, quel que soit l'employé. Donc on est un petit peu taillable, corvéable à merci et jetable. Donc cette pression que l'on retrouve dans d'autres pays asiatiques, par exemple en Chine, s'exprime de façon étrangement violente ici à Pondichéry, puisque le taux de suicide à Pondichéry est 3 fois supérieur à ce qu'il est dans l'Inde. Donc ce qui apparaît comme une espèce de petit paradis autrefois français, encore
encore un petit peu francophone. C'est quand même le lieu de villégiature, le deuxième lieu de villégiature le plus prisé des retraités français ou belges, après Lisbonne. Ce lieu cache une réalité parfois un peu plus saumâtre. Terre d'Alliance. France Inter. Tierra de Alianza. Terre d'Alliance à Pondichéry, c'est pas totalement fini, car demain, on restera dans cette ville où s'était installée en décembre et janvier dernier, invitée par l'Alliance française, la troupe au grand complet du mythique Théâtre du Soleil. On aura la chance de partager des moments de grâce avec Ariane Nouchkine autour de ce qui a certainement représenté la plus importante opération culturelle menée par une alliance à l'étranger ces dernières années. On remercie son directeur, Olivier Litvin, ainsi que toute son équipe administrative et pédagogique, et celle restée à quai au siège de la Fondation de l'Alliance française à Paris, notamment Sylvia Alex et Anne-Garance Primel. Voilà, n'oubliez pas de rejoindre notre page Facebook Terre d'Alliance et de vous rendre sur le site franceinter.fr à la page de l'émission qui contient un bonus multimédia conséquent élaboré et mis en ligne par notre attachée d'émission Léa Minot, secondée par Rachel Schiss, notre stagiaire. Programmation musicale Thierry Dupin, mixage Mathias Alléon, une série réalisée par Bertrand Chaumeton et proposée par Alexandre Hérault.